Bon. Alors écoutez, à cette heure tardive, et comme nous avons pris du retard, et je vois déjà que les autres intervenants sont arrivés, je voudrais que l'on parle vraiment de l'Iran, puisqu'on l'a effleuré tout au long des conversations, et je voudrais peut-être m'inscrire dans une note un petit peu plus positive, en évoquant, en tout cas, ce qui me semble être une piste, une voie. Je ne suis pas certain que notre politique étrangère va l'emprunter, mais en tout cas, je voudrais vous livrer quelques éléments d'analyse qui confirmeraient que la France a tout intérêt à regarder l'Iran comme un acteur non seulement stratégique, mais un acteur qui a une profondeur historique, et je crois important de le rappeler, car nous avons fêté en 2015 300 ans de relations diplomatiques avec la Perse. À l'époque, l'ambassadeur du Shah Hossein de la dynastie séfévide s'était rendu au palais de Versailles, inaugurant une longue tradition. On pourrait aussi poursuivre avec Napoléon Ier, qui avait, en essayant de titiller l'Empire britannique, tenté d'avoir des relations diplomatiques avec la Perse, a montré à quel point la France et l'Iran, ou la France et la Perse, dans une histoire plus ancienne, avaient des convergences. Je reviens de Téhéran, il suffit de se rendre à Téhéran pour voir à quel point la France a influencé l'histoire récente. La révolution de 1905 s'est faite sur les principes révolutionnaires français. Il suffit d'aller voir le Majlis, le Parlement, qui a été bâti exactement sur le plan architectural du Palais Bourbon. Tout ça pour nous rappeler aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas besoin de visa. Et c'est une des raisons pour laquelle l'imam Khomeini s'est rendu en France pendant plus de 100 jours, montrant à quel point cette continuité historique était importante. Il y a aussi une profondeur stratégique, et je crois que c'est sur cette question-là qu'il faut l'ancrer pour montrer qu'il y a des convergences, et puis bien évidemment, en étant parfaitement lucide, un certain nombre de divergences. L'on sait les critiques, peut-être à bon escient, que nos amis iraniens nous font pour le rôle que nous avons pu avoir au cours de la guerre Iran-Irak, qui est un traumatisme dans la société iranienne. Rappelons-nous qu'entre 1980 et 1988, près de 1 million de personnes sont mortes des deux côtés, et je crois là aussi que c'est quelque chose qui est ancré, en tout cas, qui nous a été reproché par le passé. Et puis bien évidemment, mais je n'enfoncerai pas des portes ouvertes, notre déséquilibre stratégique que nous avons induit en vendant des armes de première génération, de haute intensité à nos voisins, à leurs voisins, méridionaux du Golfe Persique, a sensiblement compliqué une donne, mais j'essaierai d'y revenir ultérieurement. Je voudrais rappeler donc que nous sommes dans une perspective, et je parle dans une double casquette, président de l'IPSE, un institut d'études stratégiques qui a noué des relations avec un certain nombre de think tanks iraniens, je reviens donc, comme je le disais, de Téhéran, et aussi vice-président du Centre pour le développement de l'amitié franco-iranienne, car il nous a semblé, avec 2 collègues iraniens, qu'il était temps d'avoir une vision équilibrée, c'est-à-dire de parler d'Iran en France, mais aussi de parler de France en Iran, et je crois que c'était peut-être là où le bas était un petit peu, que cela battait un petit peu de l'aile. C'est d'autant plus dommage que la France a joué un rôle déterminant dans l'accélération, après plus de 12 années de crise sur le nucléaire, après 12 années de crise sur le nucléaire, et donc une dizaine d'années, puisque les premières sanctions sont tombées en 2006, après 2 années d'intenses négociations et un nombre record de rencontres bilatérales. D'ailleurs, je crois que tout étudiant en sciences politiques qui voudrait étudier la manière dont les négociations internationales se sont passées devrait prendre l'exemple des processus de négociation internationale, parce qu'ils ont évidemment été fortement impactés par la personnification du dossier, ou, comme ça a été rappelé par un intervenant, je crois que ce n'était pas le député Bapt, qui a utilisé le mot, en tout cas je l'ai entendu, en qualifiant l'ancien ministre des Affaires étrangères de mouche du coche, qui a pu, par contre, effectivement, retarder une échéance que nos partenaires attendaient depuis aussi longtemps que nous, bien sûr. Alors, nous allons fêter cette année 1 an d'un accord qui portait initialement sur le nucléaire, comme vous savez, le 14 juillet dernier. Plus récemment, depuis le 16 janvier dernier, cet accord nucléaire est effectif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Union européenne a décidé de lever partiellement, parce que cela va prendre du temps pour que ce soit fait de manière effective et complète, un certain nombre d'aléas à cette relation
diplomatique. Et il me semble qu'il faut partir de ce que les anglo-saxons appellent un momentum pour évoquer les raisons pour lesquelles il y a un espoir à étayer et en tout cas à développer entre nos deux pays, et j'allégerai le trait, entre l'Union européenne et l'Iran. D'ailleurs, Madame la députée, Madame Mogherini s'est rendue à Téhéran fin avril dernier et elle a signé avec le ministre des Affaires étrangères un mémorandum sur 12 points sur lesquels l'Union européenne et l'Iran devraient s'engager. Et bien évidemment, ce n'est pas seulement dans le domaine économique. Bref, l'Iran réintègre le jeu international, et je crois que c'est important d'avoir cette idée à l'esprit, et que ce n'est pas une arrivée décorrélée de cette histoire que j'évoquais. L'histoire est importante, mais je crois aussi que tout dépendra de l'application du compromis. Et on en vient à ce qui me semble être une responsabilité autant française qu'iranienne, autant de la part de la communauté internationale comme de l'Iran, car si la perception à Téhéran de l'inefficacité de l'accord est manifeste, alors les forces qui ont contribué à cet accord seront affaiblies. Rappelons à quel point la manière dont les dernières élections législatives et visant au renouvellement de l'Assemblée des experts ont mis au défi la communauté internationale de soutenir ceux qui sortent gagnants, c'est-à-dire le camp modéré du président Rouhani et de son ministre des Affaires étrangères, Zarif. Donc il y a là un enjeu, évidemment, qui reste particulièrement prégnant et qui n'est pas, encore une fois, totalement finalisé, car on sait qu'il y a des élections américaines qui pourraient, là aussi, perturber la réalité, ou en tout cas, comme je le disais, l'efficacité ou l'efficience de cet accord. Je crois que, quand on parle de l'Iran, il faut battre en brèche une idée que, parfois, nos chefs d'entreprise ont vis-à-vis de l'Iran. Quand vous leur parlez de l'Iran, et je sais qu'il y a dans la salle d'éminents collègues qui ont travaillé sur la question, d'emblée, on pense à la perspective économique. L'Iran, c'est un marché de 80 millions d'habitants, 100 millions d'habitants à l'horizon 2025, dont une bonne partie de la population est jeune, dont une bonne partie de la population s'est adaptée et donc enrichie, et qui a maintenant une grande soif de produits de consommation venant de l'Occident. C'est vrai dans la cosmétique, c'est vrai dans les produits du luxe, mais c'est bien évidemment vrai en ce qui concerne les infrastructures, et j'essaierai d'y revenir ultérieurement. Je crois aussi, quand il s'agit de dresser les différentes conditions de l'efficacité de cet accord, il faut avoir à l'esprit que c'est aussi un enjeu déterminant pour la réussite du deuxième mandat du président américain. Le président américain, empêtré dans un certain nombre de conflits, cherchant une issue par rapport à la crise irakienne, par rapport au départ précipité d'Afghanistan, et évidemment, comme on l'a vu et comme Madame la députée l'a rappelé, par rapport à l'incapacité depuis 40 ans à ce que les États-Unis servent de médiateurs efficients entre la Palestine et Israël, que les États-Unis devraient regarder d'un très bon œil le retour de l'Iran sur la scène internationale, car cela offre une perspective nouvelle de penser la politique réaliste du président américain dans une région plus vaste que le Proche-Orient, car je crois que c'est aussi quelque chose que nous devons avoir à l'esprit. Nous percevons, ou nous devons percevoir l'Iran comme un acteur pivot de l'Asie médiane et non pas comme l'acteur le plus occidental du Proche-Orient. C'est peut-être une différence d'appréciation que nous avons avec nos partenaires américains. Je dis cela parce que les Américains, et ça a été évoqué tout au long de cette journée, se posent des questions sur leur alliance traditionnelle. Cette alliance traditionnelle qui a été scellée sur un destroyer américain en février 1945, ce fameux destroyer Quincy, qui a sanctuarisé la relation bilatérale entre les États-Unis et l'Arabie saoudite sur une seule raison d'être: la capacité d'interdépendance énergétique. Force est de constater, alors qu'il y a un contexte nouveau, avec un baril qui se stabilise autour de $50, avec le retour de l'Iran comme un producteur majeur. Je vais vous donner quelques chiffres qui vous montrent à quel point l'Iran
doit et nous devons soutenir ce retour aussi sur la scène énergétique de l'Iran, puisque l'Iran envisage, à l'horizon de la fin de l'année 2016, de revenir à une production de 3,6 millions de barils jour. Ils envisagent même, mais les chiffres sont contestés, que la production puisse atteindre 5 millions de barils jour à l'horizon 2021, vous montrant à quel point l'Iran est aussi un acteur économique. Je rappelle d'ailleurs que l'Iran a les mêmes réserves pétrolières que l'Arabie saoudite, que l'Iran a les mêmes réserves en termes de gaz naturel que la Russie, et que le potentiel en termes de réserves de minerais de l'Iran est équivalent à celui d'Australie. Tout ça pour qu'on n'oppose pas et qu'on comprenne que l'Iran arrive et que l'Iran doit effectivement s'insérer dans des relations qui ne sont, encore une fois, pas substitutives. En ce qui concerne les questions de sécurité et de défense, et je crois que c'est important de l'avoir à l'esprit, car c'est sans doute là le dernier maillon de la relation stratégique, en tout cas qui peuvent lier deux pays l'un à l'autre. On en est loin, ceci dit. Je rappelle que la livraison des missiles balistiques S-300 par la Russie, qui avait été suspendue en 2010, n'ont pas trouvé d'opposition si forte que ça de la part des États-Unis, mettant en avant le fait que les États-Unis ont parfaitement conscience que le budget accordé à la défense en Iran, qui est finalement très faible, puisqu'il n'est que de 17 milliards de dollars, je rappelle que le budget de la défense français est 3 fois supérieur, mais il est bien loin des 600 milliards de dollars que les États-Unis consacrent à la défense. Tout cela pour dire qu'il y a sans doute, d'ici quelques années, des perspectives en matière de développement des relations, en tout cas je l'espère, et nous sommes un certain nombre à œuvrer dans ce sens. De manière plus large, je crois qu'il faut placer l'Iran dans une nouvelle réalité qui voit une nouvelle zone géographique émerger, ou en tout cas qui voit dans la littérature académique et politique davantage faire mention de l'espace eurasien et moins de la confrontation entre l'Asie et... Oui, je termine. Et je crois que c'est important de prendre en compte le fait que la Chine, qui elle-même regarde cette zone avec intérêt, et que nous, qui regardons la Chine aussi dans une logique gagnante, je rappelle que le Premier ministre Manuel Valls a signé une plateforme visant à ce que la Chine et la France puissent, sur un autre continent, l'Afrique, travailler de concert. Je crois que c'est là aussi des perspectives qui sont intéressantes pour l'Iran. Je terminerai en 6 points, si vous me permettez, Monsieur le Président, et je vous promets de ne pas prendre plus de 3 minutes. Et vous pouvez calculer. Quels sont les agendas communs qui devraient engager davantage la France et l'Iran? Sans revenir dans ce qui a été dit tout à l'heure, puisqu'il s'agit de construire un partenariat stratégique, ça doit être corrélé par des dossiers précis. Quand vous évoquez ces dossiers avec l'Iran, ces points reviennent très souvent à l'esprit. Premièrement, on a évoqué la Syrie. On a évoqué le drame que connaissent les populations syriennes. On a moins évoqué le fait qu'il va falloir reconstruire la Syrie. Un récent rapport de l'ONU évoque le chiffre absolument surréaliste de 300 milliards d'euros pour la reconstruction de la Syrie. Il y a là, sans doute, une fois que le processus politique inclusif, en tout cas celui vanté par Stéphane de Mistura, sera mis en place, des convergences ou en tout cas une capacité à travailler avec nos partenaires iraniens. Deuxièmement, et ça a été évoqué par Ali, il faut aussi avoir à l'esprit qu'il y a un certain nombre de conflits qui s'enlissent et qui perturbent aussi les acteurs régionaux, et bien évidemment, je veux parler de celui du Yémen, qui, je le rappelle, date depuis 2004. Il y a eu une accélération en 2015, mais le conflit couvait déjà depuis très longtemps. Il y a là aussi, en tout cas, si on écoute les diplomates iraniens, une manière de mettre en avant la médiation. L'ambassadeur d'Oman n'est plus là, mais je crois que Oman a, de ce point de vue-là, avec l'Iran et avec d'autres partenaires, son rôle à jouer. J'évoquerai aussi rapidement le Liban, car nous sommes dans une crise institutionnelle. 35 tentatives échouées depuis le départ du président Sleiman. Je crois que ce n'est pas fini, mais je crois que c'est d'autant moins fini qu'il y a, avec le rôle du Hezbollah, qui est finalement le juge de paix, là aussi, un agenda commun que nous pourrions trouver ensemble. Et je terminerai par un dossier qui m'est particulièrement cher, qui est celui de l'Afghanistan. Et avec Patricia Lalonde, nous travaillons beaucoup sur ces questions. Il y a là aussi matière à discussion, avec peut-être parfois des incompréhensions, puisque les Iraniens, finalement, trouvent assez logique de coopérer avec les talibans pour une seule
et mêmes raisons, c'est-à-dire celles que nous convenons également en ce qui concerne d'autres régions, de lutter de concert contre Daesh, qui évidemment perturbera ou dont le risque est grand qu'il vienne perturber la stabilité territoriale de l'Iran. C'est là une ligne rouge sur laquelle les Iraniens vont travailler bec et ongle pour ne pas voir cette échéance arriver. J'aurais encore plein de choses à vous dire, mais je terminerai d'une phrase en vous disant qu'il faut construire la relation sur la confiance. Et la confiance, c'est de la connaissance mutuelle. Et la connaissance mutuelle, c'est évidemment aussi écouter ce que les chercheurs iraniens, que nous n'entendons pas assez souvent, et c'est la raison pour laquelle, avec mon institut, nous allons les inviter. Madame, quelqu'un disait qu'il n'y a pas suffisamment de femmes dans les tribunes. Ben, il y a beaucoup de Français qui parlent d'Iran et pas suffisamment de chercheurs iraniens qui viennent en France. Et c'est là une perspective sur laquelle j'espère que nous pourrons travailler de concert. Merci. Merci.